Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier les laboratoires Blédéna de m'avoir donné cette occasion pour intervenir dans ce symposium sur une thématique très importante. Donc, on m'a demandé de parler de la santé digestive de l'enfant, donc pourquoi on s'y intéresse, pourquoi il faut la préserver et comment. C'est très difficile de parler après le professeur Tonian, donc je vais essayer de répondre et de vous passer certains messages. S'il vous plaît, un peu moins de bruit dans la salle. Donc à travers cette présentation, je vais essayer de vous passer quelques messages qui me paraissent très intéressants. Tout d'abord, autour de la santé digestive de l'enfant et le rôle majeur de l'alimentation dans tout ça. Les deux enjeux majeurs de l'alimentation du nourrisson et des jeunes enfants, donc le premier, c'est celui qui a été bien expliqué, bien présenté par Tonian, donc c'est couvrir les besoins nutritionnels de ce nourrisson, donc en faisant le focus sur le fer, qui est très important. Et le deuxième, c'est le fait que de maintenir une bonne santé digestive, c'est une chose qui est très importante pour la santé globale de l'enfant. Et de là, donc d'emblée, on doit insister sur le rôle clé de microbiote intestinal que vous connaissez tous. Donc l'importance de la santé digestive dans la santé globale du bébé. La santé, donc, elle est au centre au carrefour. Donc, cette santé digestive, pendant les premières années de vie, surtout les premiers 1000 jours de vie, donc, joue un rôle très important pour le confort digestif de l'enfant. Donc, à travers plusieurs études donc, qui ont démontré un petit peu l'intérêt de la santé digestive et surtout en cas d'une obiose. Et le contraire, donc on va en parler, on va revenir au concept de dysbiose. Donc en cas de dysbiose, on aura des troubles digestifs immédiats, des coliques donc tout l'inconfort digestif. Le deuxième rôle de ce système digestif qui est au centre, c'est le rôle de la régulation métabolique, glucidique, métabolisme énergétique et les micronutriments de façon générale. Le troisième, c'est l'effet de cette bonne santé digestive sur la croissance et le développement. Donc, il y a toute une corrélation positive entre le microbiote sain qui est diversifié avec le gain de poids, la correction et le retard de croissance des prématurés. Et bien sûr, il ne faut pas oublier donc, le rôle à travers ce microbiote sain et de la santé digestive de façon générale sur l'humeur de bébé. Et là, je fais allusion au l'axe cerveau-intestin. Donc, vous voyez que la santé digestive elle a une influence qui dépasse la sphère digestive. Et tout cela, c'est grâce à un microbiote intestinal que vous connaissez tous. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu cet organe ignoré, donc il est considéré comme un organe. Donc, il est fait de 100 000 milliards de bactéries, 10 fois plus que le nombre de cellules de l'organisme, 500 à 1000 espèces différentes, 1 à 2 kg de masse vivante, et plus de 3 millions de gènes, 30 fois plus de gènes que le génome humain. Et il faut dire que chacun a une empreinte microbiotique individuelle. Donc c'est unique sur le plan qualitatif pour chaque individu. Le développement de ce microbiote intestinal, donc, il se fait de façon progressive, donc, depuis la naissance. Actuellement, donc, on parle le fait que la période gestationnelle donc, elle est stérile. Peut-être on revient sur cet élément-là, mais de moins donc, à partir de la naissance, donc, il y aura une colonisation progressive, qu'on voyait ici, au cours des les premiers jours de vie, qui est une période cruciale pour le développement du système immunitaire ainsi que le développement sain de l'établissement d'un microbiote diversifié et équilibré. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans le développement de ce microbiote. Donc, je dirais résumé donc, en facteurs qui sont en relation avec la mère et les autres donc, avec le nouveau-né. Il y a le stress pour la mère, l'infection, l'obésité, etc. Pour le nouveau-né, les facteurs sur lesquels on insiste, c'est le mode d'accouchement.
par voie basse ou bien par voie césarienne. Donc ça c'est connu, juste des rappels. L'utilisation ou non des antibiotiques au cours de la période néonatale. Le mode d'allaitement, donc l'allaitement artificiel ou allaité au sein. Donc c'est des facteurs qui interviennent énormément dans la genèse et la mise en place de ce microbiote et de son développement. Ce schéma, juste pour vous rappeler un petit peu les différentes fonctions de microbiote en situation d'homéostasie. Donc les rôles et les fonctions principales du microbiote, il y a la fonction barrière, les fonctions immunitaires, des fonctions métaboliques et même des fonctions neurocognitives. Et donc un microbiote intestinal équilibré durant la petite enfance s'avère être un des facteurs déterminants de la bonne santé future de nourrisson. À l'inverse, en cas de dysbiose, c'est un concept qui s'est dégagé dernièrement, donc avec le développement des connaissances en matière de microbiote. Donc, il est très difficile de parler d'une maladie sans la lier à un dysfonctionnement de ce microbiote. Vous avez là des maladies inflammatoires, donc, telles que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, l'obésité et même les pathologies neuropsychiatriques. Donc, le rôle de microbiote dans tout ça, donc, à ne pas méconnaître. Un point particulier concernant l'homéostasie martiale. Depuis tout à l'heure, on parlait de fer, de son rôle dans le système de façon générale. Et on sait que les carences sont fréquentes à l'échelle mondiale, africaine et nationale. Donc, tout à l'heure, on a assisté à une présentation. Donc, pour mettre le point et le doigt sur ce fléau planétaire. La supplémentation, donc on va voir un petit peu la supplémentation et son impact sur le microbiote. Donc c'est des études qui ont démontré un petit peu, quand on essaye de traiter cette carence martiale, donc il faut faire attention un petit peu à l'impact et la relation entre le fer et le microbiote dans les deux sens. Donc, et le rôle du microbiote dans la régulation de l'assimilation du fer, en particulier la régulation de l'homéostasie martiale par les prébiotiques. Et cela, donc, on va le voir à travers plusieurs études. Juste ce schéma pour vous rappeler un petit peu au niveau national. Donc, dans une étude, dans une enquête du ministère de la Santé en 2000, le chiffre, donc il y a 31,6 enfants de moins de 5 ans qui présentent une anémie par carence martiale, pour dire que c'est très important comme problématique. Cet article-là, donc, il parle un petit peu, ils ont essayé de voir un petit peu l'impact de la supplémentation martiale sur le microbiote, dans les deux sens. Donc, l'apport de fer par voie orale, et d'ailleurs c'est presque la solution pour traiter les carences martiales, on a constaté que l'excès de fer, il perturbe le microbiote. En tant que clinicien, c'est une notion qui est ancienne. Donc, on constatait qu'il y a des troubles digestifs. Donc, quand il y a un excès de fer, donc en cas de diarrhée, on arrête un petit peu l'apport martial. Et cela, donc, on l'a compris parce qu'on a essayé d'analyser le microbiote des sujets qui ont été supplémentés par voie orale. Et on a constaté qu'il y a donc l'augmentation des microbes au niveau de ce microbiote. Les pathobiontes, donc qui ont un effet néfaste, et une diminution des autres, des microbiotes qui est bénéfique. Donc, c'est un dilemme. Donc, excès, donc traiter la carence martiale, l'excès, donc ça va avoir un impact sur le microbiote et le cercle vicieux. D'autres études, ils ont étudié un petit peu l'impact de déficit martial sur le microbiote. Donc, j'ai pris juste pour illustrer, donc, vous avez ici, concernant deux microbes, donc les Clostridium difficile et les bifidobactéries, ça c'est le groupe contrôle, le groupe qui a une anémie par carence martiale. Vous voyez que la différence est significative dans les deux groupes. Donc, pour vous dire qu'en cas de déficit martial, donc, on a un mauvais microbiote, et quand on essaie de corriger un petit peu cette carence martiale par un apport oral, ce n'est pas toujours bénéfique à 100%. Donc, c'est un dilemme. Donc,
Et on se posait la question, quelle solution nutritionnelle pour favoriser un microbiote intestinal sain et une meilleure absorption de fer chez les bébés et les jeunes enfants. Donc, vous savez que l'alimentation est le facteur clé de développement du microbiote pendant les 1000 premiers jours. Donc, sur la colonisation, sur la composition et la fonction de ce microbiote intestinal. Donc on peut le répéter, le lait maternel est le meilleur aliment parce qu'il s'adapte aux besoins. Il y a des composants bioactifs avec de nombreux effets bénéfiques pour les nourrissons. Et comme vous le savez, donc, tous les firmes pharmaceutiques de production de lait infantile essayent de s'approcher un petit peu de la composition de lait maternel. Et par rapport à l'effet prébiotique des oligosaccharides du lait maternel, donc on a constaté qu'ils contribuent à la formation du microbiote intestinal sain. Donc ces dernières années, il y a beaucoup de publications qui parlent des HMO, que vous connaissez très bien, les oligosaccharides de lait maternel, qui constitue le troisième composant de lait maternel après le lactose, les lipides. Et ces HMO, donc, ils ont un effet prébiotique sur la croissance et sur l'activité des bactéries bénéfiques. C'est vrai, donc le lait maternel est le meilleur, mais il y a des situations où on peut faire appel aux substituts appropriés. Dans ce cas-là, donc, il faut utiliser les laits infantiles qui sont adaptés selon le codex alimentaire et qui répond à la réglementation en vigueur. Donc, il y a des études qui ont essayé de s'inspirer des oligosaccharides prébiotiques du lait maternel et les études Princeps. Donc, c'est cette étude-là qui a essayé d'analyser et de voir un petit peu ce mélange-là donc des galacto-oligosaccharides et du fructo-oligosaccharides. Un ratio bien défini, c'est 9:1. Donc, en tant qu'oligosaccharides prébiotiques. Il y a de nombreuses études chez Nourrisson qui ont été faites, vous avez des références ici, et ils ont essayé de voir et d'étudier l'effet immunomodulateur et bifogène cliniquement prouvé. Donc on a constaté, d'après ces études-là, que le mélange prébiotique à ce ratio-là, donc GOS-FOS 9:1, ajouté aux formules infantiles pour imiter la quantité et la diversité de la fonctionnalité des oligosaccharides de lait maternel. Donc, en essayant d'analyser un petit peu le microbiote des différents groupes, donc des groupes alités et un groupe sous formule où on a ajouté ce mix-là, donc on a constaté que sur le plan microbiote, il se rapproche de celui du groupe alité au sein. Donc, il y a plus de 40 études cliniques et 90 publications qui ont essayé de démontrer les effets positifs sur le microbiote intestinal et la consistance des selles. Donc, ce mélange-là, il a une action sur la prolifération au niveau de l'intestin des bactéries bénéfiques, donc un bon microbiote, et l'inhibition de la prolifération des agents pathogènes. Et bien sûr, d'après les résultats de ces études-là, il y a même l'action sur le confort digestif de façon générale de l'enfant, donc en stimulant l'activité métabolique du microbiote intestinal pour des selles plus molles et plus régulières. Et bien sûr, avec ce focus particulier sur l'augmentation de l'absorption de fer grâce à ce mélange-là. Donc ce mélange-là, GOS-FOS, à ce ratio, favorise un profil microbiotique intestinal proche de celui des nourrissons allaités. Donc ça, c'est le résultat de cette étude de Moreau. Bien sûr, c'est une étude, on ne va pas entrer dans le détail. Donc, chez 3 groupes, un groupe
qui recevait donc une formule non, on n'a pas ajouté de ces fausses gosses. Le deuxième groupe, c'est avec des quantités différentes, 0,4 et 0,8. On a constaté l'intérêt d'ajout de ces oligosaccharides dans les préparations lactées. On s'est intéressé donc à certains germes, donc on a essayé de voir un petit peu la composition de microbiote de deux groupes de nourrissons. Donc un groupe vert qui recevait une formule combinée où il y a les prébiotiques, une formule standard. Donc en s'intéressant surtout à la Escherichia coli, Clostridia et les bactéries, donc c'est des pathobiontes, donc c'est des germes qui ne sont pas bénéfiques. Vous voyez un petit peu la différence significative entre les deux groupes. Cette étude de Paganini, donc, elle a essayé de mettre le point sur ce dilemme, donc carence martiale, l'administration de fer et l'administration de fer ajoutée à ce galacto-oligosaccharide. Donc c'est une étude qui a été réalisée, donc c'est une étude randomisée en double aveugle. Au cours de l'inclusion, donc il y avait 3 groupes, un groupe contrôle, 69, un groupe qui a reçu du fer et un groupe qui a reçu du fer associé à ce probiotique-là. Et on a fait l'analyse à 4 mois. Vous avez ici la carence martiale, donc la différence elle est significative. C'est vrai, donc là, c'est 27 bébés qui ont gardé la carence martiale. Ici, c'est 40. Mais quand on la compare avec le groupe contrôle, les deux sont significatifs. Mais on a constaté que dans le groupe qui ont reçu le fer seul, donc il y a quand même un impact sur le microbiote. Donc il y a diminution de Bifidobacterium et de Lactobacillus, c'est les bons microbes. Augmentation de Clostridium. Donc voilà. Donc, mais par rapport à l'autre groupe, donc c'est juste pour arriver à cette conclusion que le fer déséquilibre le microbiote intestinal vers un profil pathogénique. Et l'ajout de ce galacto-oligosaccharide contrebalance les effets délétères de fer sur le microbiote intestinal. Voilà, donc avec une meilleure absorption, donc qui est estimée toujours dans cette étude à 62% de plus, donc avec une différence significative. L'ajout de la vitamine C, donc, elle a un rôle avantageux, donc elle favorise davantage le rôle de ces prébiotiques en augmentant l'absorption de fer. Voilà, donc on a constaté que ces prébiotiques, donc, ils agissent sur l'amélioration de l'absorption martiale par 2 mécanismes. Un mécanisme qui est direct, donc c'est quand le fer arrive au niveau du génome, donc il augmente l'expression de transporteurs de fer, donc de là donc une meilleure absorption de fer. Et au niveau, donc avec un mécanisme indirect, au niveau colique, par le biais du microbiote intestinal, donc en augmentant la croissance des bactéries bénéfiques et en augmentant l'activité des bactéries bénéfiques, donc dans les deux sens. Là, donc on assiste à une expansion à une diminution de l'expansion des pathogènes, à une diminution de l'inflammation et une production des ptidine donc, qui est diminuée, donc qui va permettre de favoriser l'absorption intestinale. Et de façon indirecte, là, donc avec d'autres mécanismes, la diminution de pH et l'augmentation de la réduction de fer et une meilleure biodisponibilité de fer, donc tout cela pour améliorer l'absorption de fer. Donc vous voyez un petit peu le rôle de ces oligosaccharides dans l'absorption de fer. En plus de ça, donc on a même étudié le rôle sur la consistance et la fréquence des selles, voilà, et sur les infections. Donc les messages clés, donc à travers cette présentation, donc il faut dire que les nourrissons et les jeunes enfants ont des besoins nutritionnels spécifiques qui nécessitent une alimentation adaptée. Et il y a deux enjeux majeurs. Le premier, c'est de couvrir ces besoins en nutriments, et le deuxième, c'est de maintenir une bonne santé digestive, donc par le biais d'un microbiote diversifié
est normal. Et à travers les études que je vous ai présentées, donc ces 10 hypothèses, donc on essaie de démontrer un petit peu davantage l'intérêt des probiotiques GOS-FOS, donc toujours à ce ratio-là, sur le microbiote intestinal des nourrissons et jeunes enfants, sur la santé globale digestive, sur la croissance, l'immunité, le métabolisme et les régulations de micronutriments, en essayant, donc j'essaie de faire un petit peu le point sur cette homéostasie du fer, donc par les deux mécanismes directs et indirects via la modulation de microbiote. Et je vous remercie.